La banque digitale rime-t-elle avec une meilleure qualité de service pour le client? Quel enjeu autour de la monnaie électronique? Où en est-on dans l'inclusion numérique? Quelle transformation digitale des professionnels du secteur? Quel avenir des fintech? Pour en parler ce dimanche, le président de l'association des clients et sociétaires des institutions financières, Famara Ibrahima Cissé, va également se prononcer sur le rôle des régulateurs en charge de la question. À suivre dimanche 18 avril 2021 après les éditions de 7h et 12h sur e-radio. E-Tech, l'émission d'un monde qui change, présentée par Ousmane Gueye. Bonjour à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous. Famara Ibrahima Cissé est donc notre invité ce dimanche sur e-radio. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Président de l'association des clients et sociétaires des institutions financières, vous avez un master en philosophie, ce qui pourrait surprendre pour quelqu'un qui est dans le digital, dans la finance. Mais heureusement qu'il y a ce titre qui vous sauve peut-être, ingénieur financier. Un rapide regard sur votre parcours, ça s'est fait comment? De Dakar à quelle autre partie du monde? C'est vrai que la tendance au Sénégal de plus en plus, c'est qu'on aime rappeler qu'on a tout fait au Sénégal. Ce n'est pas votre cas. Oui, j'ai fait mes premiers pas dans l'école sénégalaise. Juste les premiers pas? Les premiers pas, j'ai fait l'école élémentaire à Pikine. C'est à l'école primaire, l'école 5, on l'appelait en son temps, Jack Saufage. J'ai fait mes études au moins et au secondaire au lycée Lamine Gueye, petit quartier, grand quartier. J'ai fait des études en BTS banque chez Michel, à l'école chez Michel, auparavant, BTS. Après, j'ai été dans l'enseignement comme d'abord volontaire, maître contractuel, mise en position de stage à la FASTEF, j'ai décroché le KSM comme professeur de lettres. Étant instituteur titulaire du CAP, titulaire du BES, j'ai fait le concours des normaliens instituteurs, ce qui m'a amené au département de philosophie, où j'ai décroché mon master en philosophie. Et j'ai, pendant cette période aussi, continué mes études en banque. C'est ainsi que j'ai été à l'ISM pour faire l'ingénierie financière. Et je me suis inscrit en même temps au niveau de ICCF Paris. Nous faisons partie de la 12e promotion de HEC Paris, où j'ai suivi une certification en finance. Voilà donc mon bref parcours en tant que philosophe, en tant que littéraire, en tant que financier. Et si vous êtes en face d'un billet de banque, qui résonne en vous? Le philosophe, le financier, l'enseignant? Le philosophe d'abord, parce que j'ai écrit mon mémoire de philosophie sur la critique de l'argent chez Marx. Je suis un marxiste, j'ai écrit sur la critique de l'argent chez Marx. J'ai écrit aussi mon mémoire en ingénierie financière sur aussi l'argent, c'est-à-dire que la digitalisation, l'impact de la digitalisation sur la performance des SFD, des institutions de microfinance. En tant que Sénégalais aussi ancré dans la culture sénégalaise, si je vois un billet de banque étant jeune, cela me rappelle aussi un vieux souvenir. Lorsqu'on m'a proposé un billet de banque et une pièce de monnaie, automatiquement j'ai choisi la pièce parce que je pensais en son temps que la pièce avait plus de valeur que le billet. Et donc, avec l'âge, avec l'expérience, j'ai compris que les billets de banque qui représentent aujourd'hui le cash et qui tendent vers leur diminution, voire même leur disparition, j'ai une idée qui me pousse à dire que très rapidement, nous devons passer vers le digital, c'est-à-dire quitter le cash vers le digital, parce que le billet de banque nous coûte excessivement cher. Le coût de fabrication, parce que c'est des billets qui ne sont pas fabriqués au Sénégal, ce sont des billets qui ne reflètent pas aussi les réalités de notre pays. Par conséquent, vous voyez que la vendeuse de cacahuètes
les utilise très mal, le vendeur de charbon les utilise très mal, et cela nous revient à un coût de fabrication extrêmement élevé. Parce que c'est des billets qui sont fabriqués en France, principalement dans une ville que l'on appelle, dans une province française que l'on appelle la Chamalière. Et le coût de fabrication est extrêmement cher et nous les utilisons très mal. On reviendra notamment sur les avantages sécuritaires de la digitalisation de l'argent, même si on doit se rappeler qu'on est quand même sur un continent qui s'appelle l'Afrique, dans un pays qui s'appelle le Sénégal, où on aime énormément le papier. Dernièrement, l'écrivain saint-louisien Aminata Sow Fall nous rappelait son amour, sa passion du papier. Elle nous expliquer que malgré un contexte digital en avance, elle n'arrive toujours pas à travailler avec les écrans. On y reviendra. Le président de l'Association des clients et sociétaires des institutions financières du Sénégal est notre invité ce dimanche sur iRadio. Vous êtes en quelque sorte, Famara, l'enfant terrible du secteur. Les acteurs bancaires voient comment d'ailleurs? Je vous vois régulièrement râler. Ils vous reçoivent comment? Aujourd'hui, plus ou moins bien. Dans un premier temps, auparavant, lorsqu'on démarrait avec l'association, ils ne nous prenaient pas au sérieux. Ils pensaient que c'était une vague qui allait très rapidement passer. Aujourd'hui, ils ont compris que nous sommes sur des positions de principe et nous avons des objectifs clairs qui reposent sur la bancarisation, mais aussi une bancarisation saine. Une éducation financière de masse, parce qu'il faudrait que les Sénégalais qui n'ont pas la culture de la banque soient éduqués financièrement, d'autant plus que la loi qui a été adoptée en 2001 sur l'espace UEMOA et transposée en droit interne dans notre législation a généralisé la bancarisation pour tout revenu supérieur ou égal à 100 000 francs. Par conséquent, il faut fondamentalement que les populations, les travailleurs de manière en particulier, s'organisent pour défendre leurs droits dans les institutions bancaires, pour amener l'autorité étatique à développer une éducation financière de masse pour leur permettre de connaître leurs droits et leurs devoirs dans les institutions bancaires. Président de l'Association des clients et sociétaires des institutions financières, vous challengez régulièrement les banques. Aujourd'hui, c'est nous qui vous challengeons ce dimanche sur iRadio. Est-ce que votre association n'est pas dépassée en quelque sorte par l'actualité? Parce que vous parlez régulièrement de banques. Or, on sait aujourd'hui que, comme nous le confie le Béninois Awan Tiédé, ancien directeur général de JUM UEMOA, que de plus en plus on ne parle plus de taux de bancarisation, mais plutôt d'inclusion numérique financière globalement, quand on sait qu'il y a aussi les opérateurs de monnaie électronique qui sont là. Est-ce que finalement ce taux de bancarisation, il n'est pas un peu dépassé? Oui, aujourd'hui, même la Banque centrale raisonne en termes de taux d'inclusion financière. Vous savez, les statistiques ont révélé que chaque Sénégalais a au moins 2 lignes téléphoniques. Le Sénégalais adore son portable, adore le smartphone. C'est ainsi que les autorités de la Banque centrale, comme les autorités étatiques, ont estimé que pour toucher les populations qui vivent dans des localités très enclavées et qui sont économiquement actives, pour toucher ces populations, il fallait fondamentalement passer par la digitalisation. Parce que les banques se sont installées, c'est vrai, dans la capitale, Dakar, peu dans la banlieue et quasiment absentes dans les régions, dans les villages. Il n'y en a pratiquement pas, dans les communes, il n'y en a pratiquement pas. Alors que c'est des Sénégalais qui sont là-bas, c'est des populations économiquement actives qui y sont, et il fallait permettre à ces populations d'accéder aux services financiers de base. Pour ce faire, la Banque centrale a impulsé depuis quelques années la digitalisation du secteur financier, c'est-à-dire des services financiers. C'est ainsi que nous sommes dans cette sensibilisation, parce que l'inclusion sociale passe fondamentalement par une inclusion financière.
Et avec les banques qui ne sont pas partout, avec les institutions de microfinance qui ne sont pas partout, il faut fondamentalement atteindre ces cibles à travers le smartphone, à travers la nouvelle technologie, la technologie, je dirais même qui n'est pas nouvelle, mais la technologie de l'information et de la communication. Quelques secondes pour une petite mise au point pour qu'on se comprenne bien, Famara Ibrahima Cissé. Je veux dire, de plus en plus, évidemment, on est dans les services financiers numériques, comme on les appelle. Quelqu'un, Ousmane Gueye, qui est dans le tréfonds du Sénégal, peut accéder aujourd'hui aux services financiers numériques à travers le dièse, quelque chose dièse, le code USSD, comme on l'appelle, sans pour autant utiliser une banque. De ce point de vue, et après ce constat, ma question est de savoir si la banque, elle n'est pas dépassée. Pour l'usager final, je sais évidemment que les autres institutions financières ont besoin de la banque pour de la garantie, mais l'usager final qui est au village, il peut, par exemple, accéder aux services financiers numériques sans pour autant connaître même le nom d'une banque, non? Oui, effectivement. Vous savez, dans ce pays, nous n'avons pas encore vu l'apparition des néobanques qui existent dans d'autres pays, un peu partout dans le monde, dans les pays développés. Aujourd'hui, vous l'avez dit, le taux de bancarisation, on n'en parle plus. Le taux élargi de bancarisation, on n'en parle plus. On parle de taux d'inclusion financière. Et vous avez parfaitement raison si vous nous dites que le Sénégalais qui est à Sarema de Dandio, qui ne peut voir, qui n'a jamais vu peut-être de banque à travers son smartphone, utilise un compte bancaire. La preuve déjà, c'est que ce sont maintenant les banques qui vont de plus en plus vers les opérateurs de monnaie électronique parce qu'elles ont compris évidemment que pour atteindre le client final qui est très éloigné de Dakar, elles ne peuvent plus l'attendre dans le réseau. Effectivement, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'écosystème financier a été élargi. Élargi aux opérateurs de téléphonie, élargi aux fintech aujourd'hui, qui sont des entreprises qui font de la technologie moderne, qui permettent aux banques qui étaient réticentes naguère ou jadis à l'utilisation des services des fintech. Aujourd'hui, les banques ont compris qu'il fallait fondamentalement passer par un partenariat avec les opérateurs de téléphonie mobile et les fintech pour atteindre leurs cibles et élargir leur part de marché, augmenter la clientèle, ce qui a d'ailleurs amené le taux d'inclusion financière aux dernières statistiques à pratiquement 75% d'après les statistiques de la Banque centrale. Donc fondamentalement, il faudrait que les acteurs comprennent qu'avec la nouvelle technologie, le taux va encore connaître une hausse et qu'il faudrait que les personnels de ces structures qui travaillaient de manière traditionnelle, la banque traditionnelle, comprennent qu'aujourd'hui, avec la digitalisation, il y a une nouvelle voie qui est ouverte pour atteindre leur cible et augmenter leur clientèle. Pour la compréhension de tous nos auditeurs, on rappelle que FinTech provient de la contraction entre finance et technologie, donc par conséquent les entreprises financières qui sont dans la technologie. Famara Ibrahima, j'espère n'avoir pas dit Sanya. Ibrahima Cissé, notre invité ce dimanche sur iRadio. De plus en plus également, ce que l'on constate, Famara, c'est qu'on promeut la rapidité, l'efficacité, la proximité avec des opérateurs de monnaie électronique qui vont évidemment plus vite que la banque traditionnelle, la banque classique. C'est d'ailleurs la particularité généralement des startups. Aujourd'hui, les banques, on l'a évoqué tout à l'heure, se transforment digitalement à travers, par exemple, des applications qui permettent de consulter ses comptes, de faire un virement rapidement. Mais est-ce que la qualité y est? La qualité côté connexion surtout? La qualité pose problème. Nous sommes dans un monde, comme vous l'avez dit, de rapidité. Le plus riche d'entre nous, c'est celui qui sait faire circuler l'argent le plus rapidement possible. Donc nous sommes dans un monde de rapidité et d'efficacité. Vous l'avez dit tout à l'heure, le réel problème, c'est un problème de qualité de service qui se pose. Et il y a d'autres. Parmi les problèmes, il y a un problème aussi de coût de service. Les coûts sont élevés alors que les charges d'exploitation sont quasiment réduites, très réduites même d'ailleurs. C'est pourquoi on doit aller
très rapidement vers la baisse des prix, que la banque soit accessible à tout le monde et à moindre coût. Il faudrait que l'on améliore la qualité de service. Et là, nous avons à plusieurs reprises interpellé l'ARTP parce qu'il s'agit de la digitalisation de la banque en ligne. Et il faudrait que le secteur soit davantage démocratisé pour permettre aux couches les plus défavorisées qui vivent dans des localités enclavées d'avoir une couverture de réseau pour accéder à leur compte, c'est-à-dire que faire des transactions, des opérations qui vont leur faire sortir de l'informel vers le formel, c'est extrêmement important. Il faut aussi, au-delà de la qualité de service, sécuriser le système. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que les cybercriminels s'emparent des données des usagers pour vider leur compte. Et pour ce faire, il faudrait fondamentalement une éducation dans ce sens, éduquer les populations dans ce sens, et aussi il faudrait que les banques, les institutions de microfinance qui donnent dans la digitalisation sécurisent davantage leur système. Et nous avons reçu des réclamations d'usagers qui nous disent que s'ils sont dans un réseau, outre que le réseau, je ne sais pas si je peux citer les réseaux, directement le réseau Orange, s'ils ont un autre réseau, outre que le réseau Orange, ils ne pourront pas accéder à leur compte en ligne. Ce qu'on appelle l'interopérabilité, non? Non. C'est différent. C'est un peu différent. Vous vous connectez avec un réseau qui est différent du réseau Orange, c'est-à-dire que vous êtes connecté à un réseau peut-être Free, je donne l'exemple. À partir du Free, vous ne pouvez pas accéder à votre compte. Et là, nous avons interpellé les banques pour leur dire qu'il faudra démocratiser. Mais quel compte? Un compte bancaire ou un compte de monnaie électronique? Compte bancaire. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la banque en ligne. Oui. Parce que même les comptes de monnaie électronique sont des comptes bancaires en réalité. Oui, mais ils ne le sont pas pour l'usager final. Il faut qu'on se comprenne aussi. C'est un peu réduit. C'est-à-dire que les opérations... C'est indirect. Voilà, c'est indirect et les opérations sont réduites. Parce que si vous avez votre smartphone avec un compte, vous pouvez peut-être envoyer de l'argent, acheter des unités, etc. Là, vous avez une comptabilité en réalité. Vous quittez l'informel vers le formel. Mais avec la banque en ligne, à travers votre smartphone, vous pouvez faire des virements, c'est vrai, des virements bancaires, vous pouvez faire d'autres opérations, vous pouvez même imprimer votre reçu, imprimer votre relevé, etc. Donc ça, c'est la banque en ligne qui est plus garnie, etc. Parce que vous avez un compte dans une institution bancaire que vous pouvez utiliser à distance. Mais il faudrait que vous soyez dans le réseau. S'il s'agit du Sénégal, il faut que vous soyez dans le réseau Orange. Alors que nous avons interpellé le régulateur pour lui dire que quelqu'un qui n'est pas du réseau Orange, qui est du réseau Free, devrait pouvoir accéder facilement au compte s'il se connecte, s'il est connecté. Et les banques ont rétorqué que c'est des questions de sécurité, c'est des questions sécuritaires qui font que, voilà, il faudrait fondamentalement que l'usager soit connecté à un réseau Orange qui a plus de sécurité. Mais c'est toujours des questions d'interopérabilité, parce que quand on parle d'interopérabilité au Sénégal, on pense forcément à pouvoir retirer de l'argent. Quand on est d'un opérateur B, pouvoir le retirer chez un opérateur Z. Mais c'est toujours de l'interopérabilité. Inter qui veut dire entre les différents opérateurs. Oui, c'est l'interopérabilité qui ne fonctionne pas à merveille en réalité. Toutes les banques, pratiquement toutes les institutions de microfinance sont connectées au réseau Orange. Ce qui ne favorise pas l'accès quand on est d'un autre réseau différent. Donc, vous l'avez bien posé, c'est une question d'interopérabilité. C'est pourquoi nous interpellons des régulateurs, la Banque centrale et la RTP, pour que très rapidement, que le réseau soit démocratisé, qu'il y ait plus de transparence, qu'il y ait plus de sécurité et qu'il y ait aussi plus de qualité de service pour permettre à l'usager de choisir son réseau et d'accéder facilement au compte. Donc, plusieurs problèmes aujourd'hui sont posés sur la table du régulateur et le problème le plus crucial, c'est le problème de la sécurité. Mais est-ce que le régulateur réagit? Est-ce qu'il répond? Parce que il y a beaucoup de complaintes qui font état d'un régulateur qui ne réagit que difficilement. Pour une interview, par exemple, les journalistes peuvent vous dire ça prend du temps. Pour un régulateur appelé quand même à réagir, non? Oui, les régulateurs doivent réagir. Malheureusement, nous sommes dans
Enfin, le régulateur que nous avons, plutôt le régulateur. Oui. Vous savez, au Sénégal, dans l'écosystème financier, nous avons d'autres régulateurs. Je parlais de la BCEAO. Oui. Oui, c'est le principal régulateur. Mais pour les téléphonies, etc., il y a l'ARTP qui intervient pour plus de qualité de service. On y reviendra. On y reviendra. Mais la Banque centrale ne communique pas. Et nous leur avons envoyé plusieurs lettres. Elle a répondu? Parfois elle répond, parfois elle ne répond pas. Et la plupart du temps, elle ne répond pas. Mais on voit qu'elle réagit parfois aussi. Parce que la Banque centrale doit rendre son site plus accessible. Parce que les Sénégalais ne sont pas formés financièrement au point de pouvoir comprendre les informations que le site recèle. Malgré, on doit le rappeler, une campagne d'éducation financière lancée par la BCEAO qui travaille aussi sur un projet d'interopérabilité. On rappelle pour l'auditeur que le Ghana est dans l'interopérabilité depuis 2017. Une autre grosse problématique, qu'est-ce que d'ailleurs une association comme la vôtre fait dans ce sens, l'interopérabilité enfant? On rappelle pour l'auditeur, c'est quand par exemple on peut avoir les possibilités qu'on a déjà avec les banques. Quand on est dans une banque A, on peut aller retirer de l'argent dans le gap d'une banque B, mais on sait qu'on ne l'a pas encore cette possibilité quand on parle d'opérateurs de transfert d'argent électronique. Oui, même pour les banques, ça pose problème. Hein. Vous savez, aujourd'hui, c'est Jim et moi qui harmonisent les gaps, mais le problème est que si le gap ne fonctionne pas bien et que vous subissez un débit à tort, vous avez, c'est tout un cérémonial, c'est la croix et la bannière pour que vous puissiez accéder à vos ressources si vraiment le réseau que vous avez utilisé est différent du réseau de votre propre banque. Ça pose un problème. Vous parlez des 2000 francs ramenés à 500 francs, mais ce n'est pas toujours le cas pour toutes les banques? Les 2000 francs, oui, c'est pour toutes les banques. Mais je veux dire, en cas de débit à tort, c'est-à-dire que vous allez retirer de l'argent, le GAP est en panne, ou bien le GAP est hors service, ou bien le GAP n'a pas de liquidité, vous y allez avec votre carte, vous faites un retrait qui échoue, c'est-à-dire que vous êtes débité à tort. Maintenant, vous faites la réclamation. S'il s'agit de votre propre banque avec le même réseau, là, ça peut prendre 48 heures, 72 heures pour que vous retrouviez vos fonds. Mais s'il s'agit d'une autre banque, c'est-à-dire d'un réseau différent, le client peut rester 45 jours sans recevoir son argent. Et parfois, la plupart du temps, beaucoup de clients perdent comme ça leur argent. Soyez rassurés, vous avez un témoin et une victime devant vous. Famara Ibrahim Sissé est notre invité ce dimanche sur iRadio. On parle effectivement de cette bancarisation en ligne, de cette banque en ligne. Vous en disiez un mot tout à l'heure, il y a le rôle de la RTP. Le rôle de la RTP qui doit veiller un peu à la régulation du secteur, notamment sur la qualité de service. Et la RTP, pour nous autres journalistes qui couvrons cette actualité, prend régulièrement des décisions dans ce sens en prenant des sanctions contre des opérateurs quand la qualité de service n'y est pas. Mais est-ce que c'est le cas avec la BCEAO? Est-ce que la BCEAO sanctionne des banques pour défaut de qualité de service? Oui, la BCEAO prend des sanctions, mais ces sanctions... Quel genre de sanctions? Ne sont pas publiées, malheureusement. Et nous avons interpellé à plusieurs reprises la Banque centrale sur la publication des sanctions. Mais jusqu'à présent, ces sanctions sont prises en interne et ne sont pas publiées. Je prends l'exemple des 19 mesures de gratuité qui ont été édictées par la Banque centrale en 2014, qui devaient entrer en vigueur depuis 2014. Nous avons vu que des banques n'avaient pas respecté les mesures, l'application des mesures. Et la Banque centrale nous a clairement dit qu'elle a pris des sanctions contre certaines banques. Mais est-ce que c'est vrai parce que ce n'est pas public? Est-ce qu'elle a dit vrai, la Banque centrale? Ça pose problème. Ça pose problème parce que jusqu'à présent, les banques refusent d'appliquer les 19 mesures. Certaines banques, je voudrais dire, refusent d'appliquer les 19 mesures de gratuité. La BCEAO serait impuissante? Je pense bien, parce que si nous devons nous prononcer en toute bonne foi, nous dirons tout simplement que la Banque centrale ne prend pas les sanctions qu'il faut. Ou bien la Banque centrale, à la limite même, ne sanctionne pas les institutions bancaires.
Parce que si elles sanctionnaient les institutions bancaires, comme certaines institutions de microfinance, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ce refus catégorique de certaines banques d'appliquer les 19 mesures de gratuité, ou bien ce refus catégorique de certaines banques de se soumettre aux directives de la Banque centrale est la preuve la plus saillante de l'absence de sanctions de la Banque centrale. Rappelons-les 19 mesures, c'est important. Oui, il y a 19 mesures parmi lesquelles l'ouverture du compte doit être gratuite. Les frais de clôture de compte devaient être gratuits. Les SMS, les mails qui sont aujourd'hui facturés par les banques devraient être gratuits. Le relevé de compte devait être gratuit une fois le mois, mais on voit que beaucoup de banques ne respectent pas les SMS. Les mails sont facturés, je peux citer des banques si vous voulez. Les relevés de compte, allez tout de suite voir votre banquier, demandez-lui le relevé de compte. Il vous dira que le relevé est commercialisé et à 1000 francs la page, à 2000 francs la page, ça dépend des banques. Donc les mesures qui sont prises par la Banque centrale et qui devaient être appliquées par les banques depuis 2014, en réalité, ne sont pas appliquées par certaines banques dans l'impunité totale. Oui, et quelles sont les mesures maintenant, vous, que vous prenez pour l'application de ces mesures? Oui, nous, ce que nous pouvons faire, c'est d'alerter le régulateur, d'alerter l'État du Sénégal, parce qu'il faut comprendre que l'État du Sénégal fait partie de l'écosystème via le ministère des Finances pour les banques, pour les institutions de microfinance, la direction de la réglementation. Donc, ce qui veut dire que nous avons un rôle, nous avons un pouvoir d'alerte, nous alertons les autorités. Nous avons aussi une force de proposition, nous faisons beaucoup de propositions à la Banque centrale, à l'État du Sénégal, aux banques. Comme quoi vous servez à quelque chose. Merci beaucoup Famara Ibrahima Cissé, président de l'Association des clients et sociétaires des institutions financières du Sénégal. Une pause de 25 minutes et l'on se retrouve juste après le journal en wolof. Notre invité ce dimanche, Famara Ibrahima Cissé, président de l'Association des clients et sociétaires des institutions financières. Vous allez peut-être être surpris, nous recevons un philosophe avant tout, un philosophe titulaire d'un master dans cette discipline, ingénieur financier également, et c'est sûrement pourquoi il a cette légitimité de parler aujourd'hui de la finance, de la banque, mais évidemment en tant qu'acteur et surtout en tant que professionnel de ce secteur. Depuis 25 minutes avec Famara Ibrahima Cissé, nous parlons de la banque en Afrique, de la digitalisation, même si évidemment on sait très bien qu'il y a encore un gros gap entre la théorie et la pratique, entre les promesses et puis les engagements concrétisés sur le terrain. Famara Ibrahima Cissé que nous recevons à la suite de l'ancien directeur général du GIM UMOA, le béninois Blaise Awantiédé, que nous avions reçu ici pour parler d'un monde qui bouge. Nous poursuivons cette interview, ces 50 minutes d'interview Famara Ibrahima Cissé, en revenant un peu sur la qualité de service. Vous nous rappeliez qu'il y a souvent des sanctions que le régulateur bancaire dit prendre. Je dis bien dit prendre parce que ce sont des sanctions qu'on ne voit pas. Mais est-ce qu'on ne devrait pas en arriver à la mise en place d'un classement annuel des banques comme ça se fait dans d'autres secteurs? Comme ça, les usagers eux-mêmes pourraient savoir quelles sont les banques qui sont bien notées, quels sont les mauvais élèves, et à partir de ces constats-là, ils pourront savoir vers quelle banque se diriger. Vous en pensez quoi? Oui, fondamentalement, nous devons avoir une agence de notation en termes de qualité. L'ACSIF, à un moment donné, avait voulu initier, n'est-ce pas, cette notation des institutions bancaires. Mais malheureusement, nous avons eu l'opposition de certaines banques qui n'ont pas voulu nous donner certaines informations. Et là, ça pose problème. Ça pose problème parce que ça nous empêche d'avancer. Nous sommes prêts à participer. Mais avancer avec les banques qui veulent jouer la transparence, non? Normalement, si les banques avaient en bandoulière la transparence, le problème ne se poserait pas. Mais dès lors que les grandes banques affichent une certaine irresponsabilité vis-à-vis de la qualité des services qui posent problème, des gaps qui tombent régulièrement en panne, des agences qui regorgent du monde au point que vous passez des heures pour faire une simple opération, vous demandez un simple relevé de compte, ça peut prendre 24 heures, 48 heures, un tableau d'amortissement peut vous prendre une semaine, donc il n'y a aucune qualité de service.
Et là, ça pose problème. Et je pense que la solution par rapport à la qualité de service serait de faciliter la mobilité bancaire. Parce que si la banque... Oui, un gros combat aussi de votre association. Vous en êtes où d'ailleurs? Oui, très difficile. Nous sommes en train de nous battre pour faire quitter les usagers d'une banque à une autre à moindre coût, sans frais. Mais c'est très difficile parce que les clients, les usagers qui ne savent pas la procédure sont obligés de perdre énormément d'argent. Parce qu'un client qui veut changer une banque est tenaillé par deux monstres financiers, la banque de départ et la banque d'accueil. La banque de départ cherche à lui soutirer de l'argent. Alors, à le décourager même, non? À le décourager, à lui soutirer de l'argent. Attestation d'engagement presque 100 000 francs, attestation de non-engagement 100 000 francs. Elle cherche à l'appauvrir avant qu'il ne parte. De même que la banque d'accueil aussi cherche à lui soutirer de l'argent, en lui faisant des propositions, en lui faisant signer... Le marteau et l'enclume? Le marteau et l'enclume. Donc c'est extrêmement difficile parce que les forces ne sont pas des forces d'égal à égal. Par conséquent, le maillon le plus faible devait être protégé. Protégé par l'État du Sénégal via les textes, protégé par la Banque centrale. C'est pourquoi nous avions fait des propositions à l'État du Sénégal allant dans le sens de voter à l'Assemblée nationale des lois protectrices des clients. Parce que... Et l'État vous a répondu? Non. Pas favorablement, parce que nous avons fait la proposition il y a plus de 8-9 ans. Et jusqu'à présent, l'État n'a pas encore validé ces lois-là. La loi sur le délai de rétractation, qui permet à l'usager, après avoir signé la convention, d'avoir un délai d'un mois ou de 15 jours pour se rétracter. Donc, un bail pour voir s'il va valider ou pas la convention. Un bail pour se décider. Pour se décider, très bien. Cette loi-là n'existe pas au Sénégal, alors que c'est une loi qui existe en France et dans d'autres pays. C'est un mois de rétractation. La loi donc sur le délai de rétractation. La loi sur le délai de grâce que nous avions proposée bien avant la pandémie. Ça veut dire quoi, délai de grâce? La loi sur le délai de grâce protège l'usager en réalité en cas de sinistre. En cas de sinistre, l'usager il est protégé en cas de sinistre. Reprenons s'il vous plaît. Oui, la loi sur le délai de grâce. Pendant la pandémie, vous avez vu que nous étions dans une période de crise sanitaire, de sinistre mondial. Et le président de la République, sur demande de l'ACSIF, était obligé de prendre un certain nombre de mesures allant dans le sens de soulager les usagers de banque, en demandant le report des échéances de crédit de 3 mois renouvelables. Nous avions proposé cette loi bien avant la pandémie, des années bien avant la pandémie, pour demander à ce que cette loi-là soit votée à l'Assemblée nationale. En cas de sinistre, que le client soit protégé par la loi. C'est-à-dire, le client qui a fait un prêt, qui a investi et qu'il est arrivé un sinistre, soit c'est le marché qui prend feu ou bien c'est biens qui se sont dégradés, qu'il se place sous la protection de la loi et que ce client-là soit protégé par une disposition de la loi en lui donnant un délai de grâce qui peut aller jusqu'à 2 ans. Nous l'avons formulé ainsi des années bien avant la pandémie. Malheureusement, la loi n'a pas été votée sous forme de projet ou sous forme de proposition. Mais lorsque la pandémie est arrivée, l'État était obligé de faire valoir cette loi-là en plaçant l'humain au-dessus de l'économie. Parce qu'il y a un texte de droit international qui dit qu'en cas de sinistre, les droits humains sont supérieurs aux droits des créanciers. C'est ainsi que l'ACSIF a écrit au président de la République et que ce même président a pris la mesure qui a été élargie dans l'espace UEMOA pour reporter les échéances de crédit de pratiquement 9 mois. Donc des lois qui protègent davantage les clients. Et parmi ces lois aussi, nous avons demandé à ce qu'il y ait un fonds destiné à payer les frais de procès des petits clients. Autrement dit, le client à la banque paye ce qu'on appelle une taxe sur les opérations bancaires, la taxe sur les affaires financières. Nous avons demandé à l'État de prendre 0,01% de cette taxe pour constituer un fonds
qui va permettre à l'usager qui a des difficultés, qui est en contentieux avec la banque, de bénéficier d'un conseil juridique, d'avoir un avocat qui va le défendre au tribunal. Parce que les usagers d'habitude n'ont pas la possibilité ou les moyens de prendre un avocat, au point que au tribunal, beaucoup d'entre eux sont lésés. C'est ainsi que nous avions demandé à ce que ce fonds-là soit constitué, mais jusqu'à présent, l'État n'a pas réagi. Donc, nous n'avons pas de loi, en réalité, protectrice des usagers. Alors qu'avec la bancarisation qui a été transposée en droit interne en 2002, cette bancarisation devait s'accompagner de lois protégeant l'usager pour faciliter, n'est-ce pas, l'intégration de l'usager dans le secteur financier, bancaire. Je vous entends bien, Famara Ibrahim Cissé, mais est-ce que le principal problème au Sénégal, ce n'est pas l'information du citoyen? Parce qu'on le voit, on le constate régulièrement. Beaucoup ont un souci pour lire, par exemple, leur bulletin de salaire, parce que, évidemment, c'est fait de sorte qu'on n'a même pas le temps de lire. Quand on rentre dans une banque, les règles sont écrites de sorte que là non plus, on n'a pas le temps de lire parce que c'est long, parce que les écritures sont petites. Qu'est-ce qu'une association comme la vôtre a fait de ce point de vue-là, sur ce domaine-là? Oui, nous avons dans un premier temps demandé aux institutions bancaires de nous donner leurs conditions générales, parce que chaque banque décline au début de chaque année un tableau de conditions générales. Nous avons demandé aux banques qui sont sur place de nous donner, ce qui est d'ailleurs un droit, leur tableau de conditions générales, pour que nous puissions donner dans l'éducation financière, sensibiliser les usagers sur les différentes banques. Et cela nous permettra aussi de faire une étude de qualité et de coût même, et de notation sur les institutions bancaires. Beaucoup de banques ont refusé, parce que certains disent que voilà, c'est une question de confidentialité. Le tableau, d'ailleurs, si vous entrez dans une banque, on ne vous permet pas de photographier le tableau de conditions générales. Parfois, les banques n'en détiennent même pas. Donc forcément, ce tableau-là, on ne va pas le retrouver sur Internet. Vous allez dans une banque, le tableau est quelque part très caché, avec de petites écritures qui ne vous permettent pas de... On le cherche. Voilà, très bien. Deuxièmement, les conventions ne sont pas mises à la disposition de l'usager. Si vous voulez contracter un prêt, le banquier vous dit, je peux vous donner la convention pour que vous lisiez sur place, mais vous n'avez pas le droit de sortir avec la convention de la banque, ce qui est anormal. C'est pourquoi, ce qui devrait, en le faisant, le client est exposé, parce qu'il vient, il n'a pas le temps de lire à la banque, il n'y a pas suffisamment de place, il y a un grand rush dans les institutions bancaires, et le client est obligé de mettre lu et approuvé et de signer, ce qui relève d'un vice. Même si on doit rappeler qu'il n'y a pas que les banques, c'est le cas par exemple sur Internet, quand vous voulez créer un compte sur Google par exemple, la liste est tellement longue, vous cliquez, vous défilez, vous mettez accepter, vous passez. Famara Ibrahim Cissé, est-ce que globalement, on a parlé d'information, de sensibilisation du client, mais est-ce que le client généralement, est-ce qu'il n'est pas abandonné à la toute-puissance des banques? Effectivement, il est laissé pour compte parce que c'est l'État qui devait développer une politique d'éducation financière. Il ne l'a pas fait. Les usagers sont désarmés. Les associations de consommateurs des services financiers comme l'ACSIF ne sont pas soutenues par l'État, ne sont pas encouragées par l'État. Nous sommes laissés pour compte et au bénéfice des institutions bancaires. Le régulateur ne prend pas les sanctions qu'il faut. Le régulateur n'est pas informé de ce qui se passe dans les institutions bancaires. Il y a un défaut d'information. C'est nous qui donnons beaucoup d'informations. Volontaire ou pas, négligence ou pas? Négligence. Comme volontaire, hein, parce que j'ai l'impression que la politique de la Banque centrale va dans le sens de rendre attrayant, de faire venir beaucoup de banques. C'est pourquoi elle ne veut pas prendre des sanctions contre certaines banques pour éviter que les banques qui voudront s'installer au Sénégal ne fuient.
Oui. Une mauvaise politique, là nous ne sommes pas d'accord. Nous estimons qu'il faudrait davantage protéger le client en sanctionnant certaines banques qui donneraient dans la délinquance financière. Plusieurs fois, je rappelle aux auditeurs que nous avons invité la BCEAO. Il y a eu, par exemple, des tentatives qui ont été prometteuses un temps, mais qui ne l'ont plus été depuis. Et depuis, nous n'avons eu aucune information. C'est dire que nous tentons tant bien que mal, bien sûr, de respecter le principe équilibrer l'information, sauf que, je dois l'avouer, c'est très difficile dans nos pays où les institutions sont très très rarement réactives. Famara Ibrahima Cissé est notre invité ce dimanche sur iRadio. Famara Ibrahima Cissé, avec lui, nous échangeons sur la digitalisation de la banque en Afrique, au Sénégal particulièrement. On a parlé de classement des banques, on a parlé de qualité de service. Actuellement, les principaux défis, voire les principaux combats de votre association, c'est quoi en dehors de ce dont nous avons parlé? Le dispositif de la mobilité bancaire. Je pense que si le dispositif de la mobilité bancaire est bien ancré dans ce pays, la qualité va suivre. Parce que nous avons un environnement concurrentiel dans lequel il y a un peu moins de 30 banques, 25 banques, 4 établissements financiers à caractère bancaire, plus de 303 institutions de microfinance. Pour qu'il y ait la concurrence, pour qu'il y ait la qualité, pour qu'il y ait une baisse du coût des services et du taux d'intérêt, il faut fondamentalement que le client puisse changer de banque facilement. Si le banquier sait que le client peut du jour au lendemain le quitter sans l'avertir, il va améliorer sa qualité de service, il va améliorer ses prix. Et c'est le client qui va gagner dans cette relation cliente. Mais aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas de concurrence parce que ce sont les mêmes actionnaires qui sont un peu partout, qu'il y a une entente illicite entre les banques. Deuxièmement, le client ne peut pas facilement changer de banque, donc il est condamné à rester à la banque s'il ne veut pas perdre énormément d'argent. Il n'y a pas d'alternance comme on en demande en politique, non? Malheureusement, il n'y en a pas. C'est pourquoi il faut fondamentalement que l'on règle le problème de la mobilité bancaire. Deuxièmement, il faudrait que les banquiers soient davantage capacités parce qu'ils doivent comprendre encore leur rôle. Le rôle, ce n'est pas de gagner de l'argent. Le rôle, c'est d'accompagner. Oui, il faut qu'ils gagnent. Ils vont gagner de l'argent, mais en accompagnant des entreprises, en accompagnant des individus à réaliser leurs projets. En facilitant la vie de l'économie. Très bien, en accompagnant l'économie réelle surtout, c'est important. Malheureusement, il n'y a pas cette capacitation. Il faut aussi fondamentalement que le module d'éthique dans les affaires soit vraiment une réalité. Il faudrait de l'éthique dans les affaires si nous voulons vraiment réussir les paris. Tout récemment, l'Assemblée nationale a pris une mesure allant dans le sens de permettre aux associations de consommateurs d'intenter au nom de leurs adhérents une action judiciaire. Il y a un projet de loi qui a été voté. Nous attendons incessamment la promulgation. L'Assemblée nationale aussi a validé aussi le taux effectif global, qui est l'expression de la réalité financière. Désormais, le calcul se fera sur la base de ce taux effectif global, qui aujourd'hui va prendre en compte, n'est-ce pas, les frais d'assurance, les frais notariés, des frais d'autres, tous les autres frais qui n'étaient pas pris en compte dans le calcul du taux. Et que les banques sont obligées d'afficher ce taux-là sur tous les documents annexes au prêt, sur toutes les plaques publicitaires, parce qu'auparavant, il y avait une désinformation qui induisait une publicité trompeuse qui induisait l'usager à l'erreur. Aujourd'hui, avec les nouvelles lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale et que nous attendons très rapidement la promulgation, nous osons penser ou espérer que, n'est-ce pas, le climat va s'améliorer. Il y aura plus d'informations données, il y aura plus de transparence et que le coût de l'argent, de la location de l'argent va baisser substantiellement parce qu'au passage, je dis que le taux directeur de la Banque centrale a été revu à la baisse pendant cette période de pandémie
Malheureusement, cela ne s'est pas répercuté sur l'usager final, alors qu'on doit très rapidement aller dans le sens de réduire même le plafond qui est aujourd'hui à 15% pour les banques, 24% pour les institutions de microfinance, à un plafond de 10% parce qu'il n'y a plus de coûts d'exploitation, c'est-à-dire que les charges d'exploitation. Nous sommes dans un monde digital, on l'a dit tout à l'heure. Donc voilà, avec des partenariats, avec les fintech, avec un écosystème bien garni, je pense que tout est mis en place pour amener, n'est-ce pas, les banques, les institutions de microfinance à diminuer, n'est-ce pas, le coût de leurs services. La fin de la monnaie papier, la monnaie fiduciaire comme on l'appelle au Sénégal, vous y croyez? Ou pas la fin, mais la diminution, je dirais même. Parce qu'on ne peut pas se passer du cash. Même dans les pays développés où la digitalisation est très avancée, il y a toujours à côté le cash. Et je pense qu'au Sénégal... Oui, bien sauf que le cash ne rime pas forcément avec la transparence. Raison pour laquelle vous reviendrez peut-être là-dessus un peu plus tard. À un certain montant, si on a un certain montant, pardon, il faut forcément que ça passe par la banque parce qu'on veut aussi de la traçabilité. Effectivement, nous sommes pour la digitalisation de l'argent virtuel. Le cash, c'est vrai que a une certaine importance, mais il faudrait que l'on se départisse de plus en plus de ce cash-là, parce que ça permettra, n'est-ce pas, de connaître la manne financière, de lutter contre le blanchiment d'argent, de lutter contre l'argent de la drogue, de lutter contre l'argent qui finance, d'arrêter l'argent qui finance le terrorisme, etc. Donc, la digitalisation donne aux autorités une certaine clarté dans les transactions qui sont menées et qui sont tracées. Et ça permettra éventuellement aux femmes, aux braves dames qui sont dans ces localités enclavées de sortir de l'informel vers le formel, d'avoir une comptabilité et de jouir d'une réputation financière. Parce qu'aujourd'hui, on parle de réputation financière. La garantie, la meilleure garantie, c'est la réputation financière. Ce n'est pas l'immeuble qu'on hypothèque, ce n'est pas la voiture que l'on donne en gage, etc. Mais c'est une question de réputation financière. Mais la réputation est liée à la personnalité. Si on n'est pas très important, forcément la réputation financière ne va pas trop jouer, non? Oui, mais même si on est pauvre, on vit dans une localité. Je parle de célébrité. De célébrité, oui. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la réputation financière est liée à la célébrité, à la personnalité. Mais aujourd'hui, avec la digitalisation, une femme qui fait des opérations sans pour autant même le savoir, elle a des fournisseurs, elle achète, elle a une comptabilité, elle a une réputation financière qui lui permet de capter des fonds, de jouir d'un financement, de bénéficier d'un accompagnement d'une banque, d'une institution de microfinance ou bien d'un investisseur qui vient, qui voit que la femme travaille. Elle a une comptabilité virtuelle qu'elle peut toujours rendre concrète parce qu'elle peut aller tirer, n'est-ce pas, les opérations qu'elle a eu à faire avec le digital. Donc, c'est une réputation qui lui permet de capter un financement sans pour autant avoir une maison à hypothéquer. Les caméras au-dessus de vos têtes dans les banques, je veux dire à l'intérieur des banques comme dans les GAP, est-ce que ça ne capte pas les informations du client? Par exemple, quand on doit, dans une banque, ouvrir son application, mettre le mot de passe, est-ce que la caméra ne l'enregistre pas? Est-ce que vous réfléchissez un peu à ça? Oui, mais bon, nous pensons qu'il faudra encourager les caméras dans les banques, dans les GAP, pour plus de transparence. Nous l'avons dit. Je ne parle pas de la présence spécifiquement de ces caméras, mais du fait qu'elles puissent capter, enregistrer les informations sur le téléphone du client. Oui. Au moment de la saisie d'un mot de passe, par exemple. Effectivement, vous savez, les faussaires s'adaptent à la technologie. Mais là, on n'a pas besoin de s'adapter. Je me dis peut-être que celui qui est à l'autre bout de la caméra, il peut voir un Ousmane Gueye qui met un mot de passe sur son téléphone dans une banque. Ça ne demande pas une certaine technicité. Oui, mais nous pensons vraiment que là, il faudrait que l'on ait un préjugé favorable, que l'on donne un préjugé favorable aux institutions bancaires.
Mais il faut dire que nous avons eu vent que des caméras étaient installées, pas des caméras de la banque, mais des caméras étaient installées dans certains gaps. Et ces caméras permettaient aux faussaires de capter, n'est-ce pas, de s'emparer des données de l'usager. Mais les faussaires, ils peuvent être partout. Hein. Ce n'est pas une catégorie donnée à qui on donnerait une certaine couleur ou une certaine, je ne sais pas quoi. Effectivement, c'est pourquoi nous avons demandé à une capacitation, une meilleure formation des agents. Et aussi que l'on mette ces agents-là à l'aise. Autrement dit, il faut qu'ils aient un traitement adéquat pour éviter que le portefeuille de la clientèle soit détérioré. Forcément, donc vous allez penser aux vigiles aussi, comme vous parlez un peu de renforcement. Effectivement, aussi bien les vigiles que les guichetiers, qui sont très maltraités, surtout dans les institutions de microfinance. Ils ont des salaires, de petits salaires, ils sont maltraités, au point que vous entendez à tout bout de champ des détournements, des agents qui puisent dans les comptes de certains usagers. C'est parce que tout simplement, il y a un défaut de formation, il y a aussi un mauvais traitement. Mais en même temps, ce n'est pas une explication qui passe. Oui, ce n'est pas une explication du grave, mais on peut réduire, n'est-ce pas, ces détournements, ces pratiques en traitant mieux le personnel. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que les banques ont tendance, avec la digitalisation, à se départir de leur personnel. Beaucoup de banquiers risquent d'aller au chômage. Parce avec la transformation digitale? Avec la transformation digitale, certains postes risquent de disparaître. Oui, mais au profit d'autres, parce que la transformation digitale, elle supprime certains emplois, elle en crée d'autres. Est-ce que ce n'est pas un défaut d'information aussi chez ces agents qui peuvent s'inquiéter pour rien? Oui, parce que la digitalisation, les emplois que la digitalisation va créer ne sont pas très nombreux. C'est vrai que les fintech, aujourd'hui, c'est des entreprises qui recrutent, qui excellent dans la technologie. C'est des emplois qui sont créés. Mais les guichetiers, les agences physiques, les vigiles, risquent de ne pas trouver d'emploi. Donc, la digitalisation risque de créer, de supprimer plus d'emplois qu'elle n'en crée. C'est pourquoi nous alertons. Nous demandons à ce que... Vous dites quoi? Il faut arrêter le vent de la digitalisation? Non, nous sommes pour la digitalisation. Nous sommes pour la digitalisation, mais il faudrait que l'État pense à former davantage sa jeunesse, c'est-à-dire aux nouveaux métiers. Parce qu'il y a de nouveaux métiers qui sont là. Il faudrait que les écoles de formation orientent les étudiants vers ces nouveaux métiers-là. Et ne pas tout simplement laisser les étudiants en masse s'inscrire en banque finance, être guichetier, etc. Au front office, alors qu'il y a d'autres métiers qui sont là, de nouveaux métiers que les jeunes doivent pouvoir exercer. Et là, c'est à relève de la responsabilité de l'État de les sensibiliser dans le sens. Merci beaucoup, Famara Ibrahima Cissé. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des clients et sociétaires des institutions financières. Excellent dimanche et excellente semaine.